Le but de notre intervention consiste à revenir de manière détaillée sur la définition du fascisme. Pour ce faire, nous utiliserons les 14 points élaborés par l'intellectuel italien Umberto Eco, points dont nous vous expliquerons les raisons pour lesquelles nous les réfutons. Et, d'autre part, la définition qu'en a donnée le communiste bulgare Dimitrov, définition à laquelle nous adhérons parce que nous démontrerons qu'elle est intrinsèquement liée aux réalités historiques et matérielles. Notre première remarque concernant les 14 points d'Umberto Eco est qu'ils sont totalement détachés de toute analyse de classe. Ainsi, ne porte-t-il aucune attention à la question de savoir à quoi, et au-delà, à qui sert le fascisme. Lorsqu'Umberto Eco parle des fascismes éternels, il n'aborde que la question des apparences extérieures, du décorum. Décorum dont, pour notre part, nous entendons définir la raison d'être. Dans un premier temps, nous allons réfuter point par point le discours d'Umberto Eco. Point numéro 1. Le culte de la tradition. Eco affirme qu'on trouve cette tradition dans la contre-révolution catholique, mais aussi dans les civilisations antiques du monde méditerranéen par le biais du syncrétisme, ce qui supposerait que la vérité existe dans les civilisations en question, en dépit de leurs contradictions et pour corollaire, qu'il ne peut y avoir d'avancée du savoir. Or, cette définition est intégralement inexacte en ce qui concerne la contre-révolution catholique. Devise de la République. Un mois plus tard, pour faire la guerre, la Révolution prétend arracher les hommes à leur foyer par une nouvelle loi de conscription. Foutus bourgeois pourront se payer en remplaçant. Pas de roi, pas de loi. Faut pas Un peu partout dans l'Ouest, la foule des jeunes appelés va se heurter aux patriotes, aux pathos. Jean Meutier ont rossé les gendarmes, chassé les autorités révolutionnaires et fêté toute la nuit leur victoire. Mais le lendemain, ils ne savent que faire de leur pouvoir. Alors ils vont au village du Pin en Mauge, prendre conseil de l'un des leurs, qui s'est acquis une réputation de sage et de saint. Jacques Catellino, voiturier colporteur. Il a 34 ans, une femme et 5 enfants, pour lesquels il était en train de faire le pain. Car lors de cette période historique, jamais les catholiques n'ont procédé à des assassinats massifs et sauvages, contrairement à ce qui s'est produit lors de la Révolution française à travers les agissements des colonnes infernales, entre guillemets. On aurait été par conséquent, dans le premier cas, face à une sorte de fascisme peu violent, comparé à celui des révolutionnaires français qui embrochaient des bébés à coups de baïonnette ou utilisaient des méthodes comparables au four crématoire de l'Allemagne nazie. Il disparaîtra dans l'Apocalypse, complaisamment décrite par le chef de ses cavaliers, qu'on retrouve à Savenay, en ange exterminateur. Westermann. Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte, sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. C'est en Vendée qu'est la racine du mal. Sur le terrain, le général en chef Turreau va mettre en œuvre un plan d'extermination qu'il définit dans un ordre du jour à ses troupes. Tous les brigands qui sauront trouver les armes à la main ou convaincus de les avoir prises seront passés au fil de la baïonnette. On agira de même avec les femmes, filles et enfants qui seront dans ce cas. Les personnes seulement suspectes ne seront pas plus épargnées. Tous les villages, métairies, bois, genêts et tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes. Brave Grignon. Vous voyez ce qu'il écrit en bref de la journée d'hier. J'ai brûlé et cassé les têtes comme à l'ordinaire. Le général Crouzat, éclairage et chauffage réunis, je me suis chauffé très amplement ce matin. Et commère, sans doute pour éprouver le tranchant de son sabre, je coupe les enfants en deux. L'imbécile. Il ne faut pas écrire cela. Jamais. On écrivait beaucoup
dans le camp des sans-culottes. Le citoyen Morel fait un rapport dénonçant les errements de la colonne commandée par le général Hammet, dont il est le guide. Hammet fait allumer des fours, et lorsqu'ils sont bien chauffés, il y jette les femmes et les enfants. Les cris de ces misérables ont si fort diverti les soldats qu'ils ont voulu continuer ces plaisirs. Les femelles des royalistes manquant, ils s'adressent aux épouses des vrais patriotes. Colonne du général Cordelier arrive au bord de la Boulogne. Sur l'autre rive, le curé de la paroisse, l'abbé Voineau, 70 ans, tente de s'interposer. Il sera très symboliquement le premier sacrifié, mais il n'empêchera pas le massacre de son troupeau. Sur les lieux de l'ancienne église, qui fut livrée aux flammes avec la population qui s'y était réfugiée, une chapelle commémorative garde les noms de 563 personnes identifiées, dont 147 enfants, parmi lesquels 22 n'avaient pas 2 ans. Le premier point d'écho semble donc pour le moins difficile à justifier. Il semble plutôt relever d'une sorte d'idéalisme mécaniste servant de fondement à sa définition du fascisme. Point numéro 2. Le refus du modernisme. Ce dernier en serait donc la conséquence. Une conséquence camouflée sous la condamnation du capitalisme dont le développement débuterait avec le siècle des Lumières et marquerait le début de la décadence. Ce qui conduit Eco à affirmer que le fascisme prône l'irrationalisme. Par conséquent, la logique d'Eco conduit à affirmer que les populations devaient adhérer obligatoirement à un système dont il faut rappeler qu'il exigeait à l'époque que femmes et enfants travaillent, entre autres, dans les mines où hommes, femmes et enfants mouraient de la silicose. Un raisonnement plutôt étrange qui impliquerait que Karl Marx, critique de ce système au XIXe siècle, serait quelque part aussi un fasciste. Tout au moins en poussant les choses jusqu'au bout et disons-le à la limite de la malhonnêteté. Nous sommes ici en face d'une vision très datée et qui ne prend pas en compte le fait que le capitalisme, du point de vue de la production, représente une phase de mise sous stéroïdes. Production qu'aujourd'hui, il va au contraire jusqu'à détruire pour maintenir les prix et donc ses profits. On s'aperçoit une fois de plus que les tests d'écho sont fabriqués pour entrer dans un moule que lui-même a au préalable construit au lieu de se faire le reflet des réalités objectives. Rappelons au passage que l'Italie fasciste portait en elle non seulement l'expression concrète du modernisme industriel, le plus avancé, les aventures aériennes du général Italo Balbo, les voitures de course, etc., mais les magnifiait à travers son mouvement artistique favori, le futurisme. Et que le nazisme ne fut jamais avare de recours à la science, fit-elle pervertie de la manière la plus abominable, de même que fait écho du NSSKK, qui apprenait à la jeunesse allemande à se servir de motos et d'automobiles ou de l'apprentissage du pilotage à travers le vol à voile. Sur le plan sociétal, qui est mis en avant aujourd'hui par les pseudo-progressistes. Rappelons aussi que si l'homosexualité était officiellement condamnée et parfois réprimée par le Troisième Reich, dans le même temps, il existait des spectacles et une pratique homosexuelle auxquels participaient des membres parfois éminents du NSFDAP. Dans les faits, le système discriminant réel pour les fascistes était au contraire la compatibilité avec le capitalisme des opinions et des comportements. Si les opinions et ou les comportements étaient compatibles, ils étaient admis. Dans le cas contraire, ils étaient réprimés. Par ailleurs, et pour masquer les défauts du système, il fallait trouver des boucs émissaires, afin d'éviter que les victimes s'en prennent aux responsables véritables. Plus encore que le point 2 s'avère donc irrecevable. Point numéro 3. Le fascisme prône l'action pour l'action sans réflexion. Ainsi, la culture est suspecte par critique. Dans les faits, il s'agit d'une transposition du réel, mais ce n'est pas pour autant que le fascisme se tourne vers les religions préétablies. Ainsi, le fascisme hitlérien invente à travers les délires de Himmler la promotion de la Thule Gesellschaft, société de Thule. Pseudo-retour aux religions nordiques et véritable gloubi-goulba au service de la justification des pires déviances. On peut donc en fin de compte accorder à Eco une certaine validité de son troisième point. Point numéro 4.
Pour le fascisme, l'esprit critique, symbole du modernisme, doit être refusé, car pour lui le désaccord est synonyme de trahison. Cette thèse, admissible, quel est pour inconvénient d'entrer en contradiction avec les dires et les comportements de partis de gauche, ou se prétendant-elle, qui pourrait donc être de ce fait taxé d'être fasciste. Point numéro 5. Le fascisme cherche le consensus par l'exploitation de la peur et de la différence. Il est donc raciste par nature. Il semble bien qu'Eco veuille ici parler de la nécessité pour les fascismes de créer des boucs émissaires pour regrouper à leur côté les masses. Mais il se garde bien d'en donner les raisons. Et c'est là qu'il démontre son inaptitude ou son refus à développer une analyse de classe. Il faut aussi noter que ni les fascismes ibériques, Portugal salariste, Espagne franquiste, et jusqu'à sa contamination par le nazisme, le fascisme italien ne sont racistes. Point numéro 6. Le fascisme s'adresse aux couches sociales moyennes frustrées par une crise économique en prétendant que cela est dû aux groupes sociaux inférieurs. C'est intégralement faux. Il s'adresse à toutes les classes, des plus défavorisées à ces couches moyennes frustrées. En fait, il cherche à détourner tous ces groupes du véritable responsable de leur malheur. Eco élude donc une fois de plus ici la liaison entre capitalisme et fascisme. Point numéro 7. Le fascisme utilise le nationalisme pour unir le peuple contre un ennemi commun. Il s'agit d'une affirmation réelle, mais datée, car exacte pour les fascismes historiques, mais fausse aujourd'hui et sur laquelle nous reviendrons. Le nationalisme peut en effet être un outil du fascisme, mais le mondialisme peut l'être aussi. Et c'est à cette occasion qu'Eco se révèle d'une affligeante nullité dans son étude. Parallèlement, on constate qu'Eco a négligé toute lecture des thèses de Dimitrov. Point numéro 8. Pour le fascisme, les nations doivent se sentir humiliées par la richesse et la force de leurs ennemis. On ne trouve pas d'exemple historique concernant cette thèse. Point numéro 9. Pour le fascisme, la vie est une guerre permanente contre plusieurs ennemis, ce qui suppose un âge d'or pacifique une fois que la nation aura gagné, ce qui est contradictoire. On est ici dans l'émotionnel et le ressentéisme sans aucun fondement matériel. Passons donc sur cette thèse. Point numéro 10. Le fascisme prêche pour un élitisme populaire où chaque citoyen appartient au meilleur peuple du monde. Les masses étant faibles, le peuple a besoin d'une domination et d'une hiérarchie. Ce n'est pas en réalité par un élitisme populaire. Seules des miettes sont accordées aux simples citoyens et il existe une hiérarchie dans la hiérarchie. Il y a les grandes élites, les maîtres, ceux qui profitent le plus du système et qui sont invisibles pour la majorité, les élites moyennes qui plastronnent et mentent en public, et les petits chiens de garde du régime. Quant à la notion de meilleur peuple du monde, elle n'existe que dans le fascisme historique. Point numéro 11. Le fascisme éduque chacun pour devenir un héros qui devient la norme. Dans la réalité, il s'agit plutôt d'un pion dans la masse. Point numéro 12. Le fascisme primitif éternel transfère sa volonté de guerre permanente et d'héroïsme sur des questions sexuelles, dont le machisme et l'oppression des femmes et l'homosexualité. Dans ces conditions, comment expliquer Sparte, reconnu comme un proto-fascisme, et son acceptation de l'homosexualité pour autant qu'elle ne soit pas passive? Comment définir l'existence de femmes ultra-nazies et agissantes comme la chienne de Buchenwald et les autres gardiennes de camp, la photographe et cinéaste nazie Lénine Riefenstahl ou encore la femme pilote nazie Anna Rech, même si le nazisme fait l'éloge en même temps de la femme au foyer, sans compter le Lebensborn contraire au christianisme et la monogamie. Point numéro 13. Le fascisme se fonde sur un populisme qualitatif. Les individus n'ont pas de droit contrairement au peuple, sous une volonté commune, ce qui implique la suppression du Parlement. La fin de l'argumentation est particulièrement savoureuse quand on tient compte des institutions de certains États fascistes, comme l'Espagne et les Cortés, que le régime franquiste n'a jamais supprimés, tout en les épurant de tout opposant réel, à moins qu'il ne s'agisse de la dictature de tous les opprimés, ce qui correspond mieux à la phase de dictature du prolétariat dans le passage au socialisme. Ce que personne de raisonnable n'a prétendu être une complète démocratie et où le prolétaire bénéficie d'une voix prépondérante. Point numéro 14. Le fascisme parle la novlangue, en appauvrissant le vocabulaire pour restreindre le raisonnement et la critique. Curieusement, on trouve plus d'écho dans ces paroles dans le comportement d'aucun parti qui se prétend aujourd'hui de gauche qu'ailleurs, au point qu'on pourrait croire qu'Eco a été payé pour les déconsidérer. Après ce long débunkage sur les élucubrations d'un intellectuel qui semble fuir devant les réalités matérielles,
pour ne pas faire ressortir les responsabilités et les motivations des manipulateurs qui instaurent les fascismes. Nous allons passer maintenant à l'analyse de Dimitrov, communiste bulgare, membre de l'Internationale communiste et auteur de thèses autrement sérieuses sur le fascisme, qui, jugé à Berlin par des juges nazis à la suite de l'incendie du Reichstag, réussit non seulement à être acquitté, mais accueille Hermann Göring dans l'enceinte du tribunal par ces mots: Göring, l'incendiaire, c'est toi. Pour ce faire, nous tirerons des citations de Dimitrov du site matérialisme-dialectique.com, lien dans la description, citation extraite de son discours au Comintern. Certes, ce discours tire ses exemples des fascismes de son époque, mais sur le fond, il s'applique à toutes les formes de fascisme. Point numéro 1. La condition sine qua non de l'existence du fascisme est la crise du capitalisme. Dans les conditions de la crise économique extrêmement profonde, de l'aggravation marquée de la crise générale du capitalisme, du développement de l'esprit révolutionnaire dans les masses travailleuses, le fascisme est passé à une vaste offensive. Remarquons que Dimitrov ne lit pas de manière obligatoire et mécanique la montée de l'esprit révolutionnaire et l'apparition du fascisme, et que cela nous autorise à actualiser facilement ses propos, en affirmant qu'il faut que le capitalisme soit en crise économique systémique et donc en difficulté, ce qui est le cas aujourd'hui, et qu'il ne puisse ou ne veuille de ce fait céder un certain nombre de droits et d'avantages aux classes qui sont ses victimes et s'appauvrissent en échange du maintien de sa domination pour qu'il ait recours au fascisme. Point numéro 2. Le capital doit trouver des moyens de dériver le mécontentement. La bourgeoisie dominante cherche de plus en plus son salut dans le fascisme, afin de prendre contre les travailleurs. Des mesures extraordinaires de spoliation, de préparer une guerre de brigandage impérialiste, une agression contre l'Union soviétique, l'asservissement et le partage de la Chine, et sur la base de tout cela, de conjurer la révolution. On remarque que les circonstances actuelles, si elles sont différentes dans les détails, restent identiques sur le fond. La bourgeoisie dominante doit avoir un ennemi ou en s'en inventer un par dérivation. Dans la pratique, cette bourgeoisie a face à elle une force de contestation très puissante, dont les acteurs, conscients ou non du rôle véritable du capital, refusent le mondialisme. L'enrôlement forcé dans un système paternaliste et militarisant comme est l'Union européenne, alors que le capital financiarisé et mondialisé souhaite des citoyens sans racines au nom du multiculturalisme. Et n'ayant plus de point d'appui, de repère, cette absence l'autorise à substituer à l'histoire réelle une histoire rêvée, selon une technique déjà employée par les fascismes historiques, privant ainsi ses victimes de toute référence objective au passé, apte à détruire les narratifs et affirmations de l'oligarchie au pouvoir. Par exemple, l'affirmation selon laquelle nous vivrions dans un système libre et démocratique, ce qui n'est pas le cas. Le but du capital est d'arriver à détruire toutes les formes d'organisation anciennes, que ce soit la famille ou la vision que la personne est d'elle-même en un temps donné. Elle n'a pas besoin de changer elle-même, on la force à changer. Pour ce faire, on peut utiliser plusieurs moyens. Soit se référer au fascisme ancien et traiter tout opposant de fasciste, soit dire à ces mêmes opposants: ta culture c'est de la merde et nous on a mieux. Ainsi, contrairement aux affirmations d'Umberto Eco, la modernité sociale peut être aussi un élément moteur d'un fascisme mondialiste. L'essentiel étant de faire absorber aux masses le logiciel dominant sans qu'elles se posent de questions. On retrouve ainsi cette constante de tous les types de fascisme, qui est de trouver systématiquement des dérivés, qui lui permettent de durer et de dévier les mécontentements sur des leurs. Aujourd'hui, ces leurs sont par exemple les catholiques, les personnes refusant les évolutions sociétales présentées comme des progrès, et plus généralement tous ceux qui portent un point de vue différent du logiciel dominant imposé par le capital. Le capital veut ce qu'on appelle des peuples-mondes, composés de gens et des cultures fusionnées, les privant de racines. Il appelle, via des organisations se prétendant de gauche et ses grands médias, classes, des catégories sans rapport avec la situation économique des personnes, femmes, LGBTQ, etc. Toutes ces manœuvres n'ont qu'un seul but: empêcher l'identification du capital comme le véritable responsable des maux actuels et, si possible, opposer ses victimes entre elles. Point numéro 3. Disposer de forces de contrainte. Soit la dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins, les plus impérialistes du capital financier. Aujourd'hui, nul n'est besoin de disposer de la police, unité spécialisée pour faire régner la terreur. Vous avez les Black Blocs, les nervis que sont les prétendus Antifa, qui servent de police de la pensée, une police spécialisée qui confère au système un socle culturel inébranlable et indépassable, qui a pour mission de mater toute opposition et de terroriser tout opposant. Aujourd'hui, la dictature fasciste est aussi judiciaire, ou passe par la menace et l'intimidation.
Tout cela forme le carcan du fascisme moderne. Point numéro 4. La nature réelle du fascisme. Le fascisme au pouvoir est, comme l'a caractérisé avec raison la 13e séance plénière du comité exécutif de l'Internationale communiste. La dictature terroriste amène les éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins, les plus impérialistes du capitalisme financier. C'est une dictature terroriste ouverte qui aujourd'hui se manifeste par un mondialisme bestial et un système de banditisme politique par procuration. C'est une agression effrénée à l'égard des autres peuples et des autres pays. Dimitrov soulignait ainsi que le fascisme, ce n'est pas une forme de pouvoir d'État qui prétendument se place au-dessus des deux classes, du prolétariat et de la bourgeoisie, ni le pouvoir de la petite bourgeoisie sur le capital financier. Le fascisme, c'est le pouvoir du capital financier lui-même. C'est l'organisation de la répression terroriste contre la classe ouvrière et la partie révolutionnaire de la paysannerie et des intellectuels. C'est ainsi qu'il faut le définir. Cela signifie que si l'on traite quelqu'un de fasciste, alors qu'il n'a aucun lien avec le grand capital et qu'il ne le défend en aucune manière, ce n'est pas un fasciste, et que ceux qui le qualifient ainsi sont soit des serviteurs du capital, soit ses idiots utiles. Point numéro 5. Refus des débats et censure. À l'époque du fascisme historique, il s'agissait de s'abriter derrière une prétendue défense de la majorité et des valeurs traditionnelles. Aujourd'hui, c'est la défense des minorités et du conformisme total aux thèses officielles qui lui servent de prétexte. Au final, le décor change, mais le fond ne change pas. En définitive, tant par les thèses adoptées que par les méthodes brutales et de censure sociale adoptées par le pseudo-gauche actuel, cette dernière se révèle non seulement un précieux auxiliaire du capital financier mondialisé, mais la descendance directe du fascisme historique, tout en se présentant comme le meilleur rempart contre le retour de ce dernier. Seul un retour de sa part aux thèses de Dimitrov permettrait d'en finir avec cette dérive.